Donc nous aurons fait un focus pour un peu illustrer donc, ce que Frédéric et Laurent ont pu présenter sur les aspects sélection participative. Et donc nous, pour illustrer un peu plus la manière dont à Agrobios Périgord, on propose, on conseille, on échange, on partage autour de la sélection au sein du collectif. Donc comme l'a dit Laurent, à Agrobios Périgord, on n'a pas eu le début du travail sur la sélection avec un chercheur tout de suite. C'est plus les paysans qui se sont posés des questions et qui sont allés chercher les informations. Donc ça, Bertrand vous en parlera juste en suivant. Et donc on est parti sur le principe un peu ancestral de sélection, qui est la sélection massale. Donc au tout début, je disais tout à l'heure sur la présentation d'Agrobios Périgord, la dynamique elle s'est lancée en 2001 et ça a commencé par une collecte en fait de variétés population de maïs. Alors par bouche à oreille, suite à un voyage, ensuite des voyages d'études spécifiques à cette thématique, auprès de banques de semences, etc. Et très rapidement, le constat, ça a été que la plupart, pas toutes, mais la plupart de ces populations de maïs étaient dégénérées ou en tout cas ne répondaient pas aux besoins, elles étaient de faible vigueur, et ne répondaient pas aux besoins d'une agriculture biologique et à faible intrant. Donc les paysans se sont très rapidement confrontés à ce problème-là en se disant mais on veut maîtriser l'origine de nos semences, on veut autoproduire nos semences en maïs, mais ce qu'on trouve comme matériel, comme ressource, c'est pas tout à fait ce qu'on attend. Donc on va essayer de sélectionner pour améliorer ou de recréer la diversité, de se débrouiller pour que ça corresponde mieux à ce qu'on attend. Donc une des premières manières de procéder, et qui est celle qui est la plus répandue auprès des agriculteurs du collectif au niveau national et même au niveau international, puisque ça aussi Bertrand le redira, on est rééchangé pour trouver des informations plus précises là-dessus. C'est la sélection massale qui consiste à sélectionner dans un ensemble d'individus, dans la masse, les individus qui correspondent aux critères du sélectionneur qui est dans le champ, donc en l'occurrence le paysan, et qui sont les plus adaptés à ses besoins et à son terroir. Et donc très rapidement, il y a différentes manières de décliner cette sélection massale, soit les positives, on sélectionne les plantes que l'on souhaite, soit les négatives, on enlève les plantes que l'on ne souhaite pas et on récolte ce qui reste, soit ça peut être l'un et l'autre qui sont couplés. Elle peut être stratifiée aussi dans le temps, c'est-à-dire échelonnée tout au long de la culture. On peut faire de la sélection massale et stratifiée dans l'espace aussi, c'est-à-dire bien répartie sur la parcelle en fonction de différentes veines de terre, etc. Et j'ai mis le nombre minimum d'individus, Bertrand ira peut-être un peu plus dessus ou pas. C'est pour nous un critère important pour justement ne pas retomber dans le constat de départ de la dégénération parmi les variétés dégénérées qui avaient pu être retrouvées. Et donc là, je fais juste un petit focus, on en parlera tout à l'heure, sur justement la sélection. Dans quelle proportion elle fait évoluer les populations et dans quelle proportion justement les populations s'adaptent au terroir ou sont délocalisées. On a essayé un petit peu d'avoir des premières pistes de réponse avec les essais dans le projet CASDAR. Et donc, en parallèle de cette sélection, très rapidement, le constat, ça a été, si on veut recréer de la diversité, et si on veut régénérer les populations, mais finalement, on peut peut-être partir un peu sur le principe de l'hybridation, le principe avec l'effet vigueur, en croisant, en apportant de la diversité, en réélargissant le spectre génétique de départ des populations, et donc en faisant de la création variétale, mais de la création variétale paysanne. Donc avec au départ des mélanges au sac, par exemple la vergne, qui est une des plus anciennes maintenant variétés de population et une des plus répandues parce qu'elle fonctionne très bien, c'est un croisement libre au champ. Et puis après, en échangeant avec justement des chercheurs, comme disait Laurent, avec qui on travaille, mais sur des projets spécifiques, en allant les chercher, etc. Pas de manière, on va dire, complètement globale, comme pour des projets sur le blé. Il y a eu des protocoles qui sont arrivés, alors avec un sélectionneur indépendant, Guy Thiebaud, sur les hybrides de population, ou en lien avec le Brésil et Adriano Canci, qui a mis au point un protocole de création facilement applicable à la ferme, nous on a nommé en France le protocole brésilien, etc. Et donc ça a amené, quand on a réfléchi justement tout au long du projet CASDAR à qu'est-ce que c'était un schéma de sélection pour Agrobios Périgord, et
et qui est un schéma de sélection pas classique dans le sens schéma de sélection scientifique vu par les chercheurs, on a abouti à ce schéma-là, qui fait qu'on n'a jamais réussi, parce que c'est la réalité, à scinder les variétés des savoir-faire, parce que pour nous, et on en reparlera cet après-midi, c'est intimement lié, on ne peut pas avoir une variété ou une semence toute seule. Donc là, vous avez le schéma des flux des savoir-faire et des différents types variétaux et des variétés au sein de l'Agrovio-Périgord, la maison de la semence. Donc au tout départ, il y a eu la collecte, l'apport extérieur. Je vais peut-être voilà. Collecte et apport extérieur, alors permanent, parce qu'on va voir, il y a la boucle qui fait que ça tourne en permanence, mais au départ, il a été initial, de variétés et de savoir-faire, et qui est venu enrichir la maison de la semence. Donc, maison de la semence, pour nous, on entend ça pas très rapidement, c'est la parenthèse, c'est pas le lieu physique, c'est vraiment le collectif qui gère la biodiversité, c'est la maison de la semence. Donc la maison de la semence, elle est dans les champs des paysans. Ça, c'était la parenthèse, pour qu'on soit d'accord sur les termes. Et donc, issu de cette maison de la semence, avec cette collecte de départ, il y a eu plusieurs chemins qui se sont pris. Il y a eu les variétés originelles qui ont été conservées telles quelles, par exemple le Grand Roux basque ou le Sirex, qu'on peut appeler variété pure entre guillemets, ou variété initiale, ou variété de pays. Celles-ci, elles sont diffusées dans le système et elles sont cultivées par les producteurs. Ici, le bloc vert, vous avez la première année d'essai à la ferme, donc avec les variétés originales ici. On a une population la première année à valeur moyenne, c'est-à-dire qui n'a pas été sélectionnée pour répondre au terroir du producteur, puisque c'est la première année. Et elle revient, celle-ci, on voit cette petite flèche, directement à la maison de la semence pour alimenter le stock collectif. Donc il n'y a pas une évolution majeure pour le moment. En revanche, l'agriculteur, lui, nous fait un retour de semence, fait un retour de semence au collectif, mais il continue, donc deuxième année et plus, il continue à cultiver cette variété sur sa ferme, et là la population s'adapte, ou elle est en cours d'adaptation. Il y a une amélioration de la valeur globale en adéquation avec le terroir, donc on n'est plus sur une valeur moyenne, on est sur une valeur spécifique à l'agriculteur, et on est sur une différenciation des souches, ou un début de création de sous-populations. Et il nous arrive régulièrement que ces sous-populations, elles reviennent quand même dans le collectif, même si nous on privilégie de faire circuler plutôt les variétés qui justement ne se sont pas trop adaptées à un terroir pour qu'elles soient adaptables un peu partout quand on les diffuse, mais on a aussi des variétés comme ça qui reviennent. Et donc après on a les autres voies, donc je vous en parlais rapidement, nouvelle création paysanne, mélange de sac, croisement libre-champ, exemple la Vergne, pareil, première année, d'essai à la ferme, elle peut revenir, et puis elle continue à être cultivée, deuxième année et plus chez les producteurs. Et troisième type de population ou de variété qu'on peut voir ou rencontrer dans notre collectif, c'est les nouvelles créations variétales protocolaires, on a appelé ça, mais qui sont toujours paysannes, mais qui sont issues quand même un peu de protocole. On suit une démarche pour les créer, donc hybride de population, protocole brésilien, et on a encore une fois ce même schéma de fonctionnement avec une première année d'essai à la ferme, ça revient dans le circuit, et les producteurs continuent 2 années et plus, et là on a une création de sous-population. Voilà, rapidement. Donc ensuite je vais laisser Bertrand témoigner sur l'aspect un peu plus sélection massale en pratique, des témoignages, anecdotes, réflexions sur le côté, voilà, comment on a retrouvé ça, comment ça se passe en pratique, enfin, voilà, je te laisse reprendre là-dessus. Bonjour à tous. Ben, en fait, chez moi, je fais un peu comme je peux. En fait, je crois que le problème principal qu'on a eu justement sur le maïs, c'est que c'est une plante allogame. Et donc, on est perpétuellement aussi perturbé par le phénomène hétérosis. Donc, en fait, c'est vrai que le plus gros problème, ça ne nous est pas apparu dès le début, c'est le savoir-faire. Mais dans les débuts, ce qui nous apparaissait le plus important, c'était de trouver de la semence. Parce que en France, la semence de maïs population, quand on a commencé dans les années 2000, on était persuadé même qu'il n'y en avait plus. D'ailleurs, du coup, je suis parti la chercher en Amérique centrale. Et les plantes d'Amérique centrale sont super en Amérique centrale, mais chez nous, ça ne marche pas. Ou en tout cas, il a fallu faire beaucoup de travail pour y arriver. Et bon, l'idée, c'était qu'on était embêté par les risques de pollution OGM.
Et en fait, bon, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait retrouver des variétés en France. On a retrouvé soit dans les banques de gènes, soit effectivement chez les agriculteurs qui les avaient gardés par tradition. Enfin, c'était souvent des retraités, donc ils les avaient gardés dans des endroits très petits, donc un très faible effectif, et donc avec les problèmes de dégénérescence qui allaient avec. Donc il a fallu retravailler avec ces populations-là. Bon, on a quand même retrouvé des populations plus locales, donc françaises, voire européennes, mais on a travaillé aussi avec beaucoup de variétés, je dirais, plus internationales. Mais c'est le problème qu'on avait de toute façon, c'était la dégénérescence. Alors cette dégénérescence, ben, on a fait un travail dessus, essayer de faire des lots qu'on allait diviser que chez les uns, chez les autres, pour qu'il y ait une différenciation, puis un recroisement par la suite. Il y a eu aussi des semis en mélange. Hein. On a parlé de la variété Laverne tout à l'heure. C'est un mélange d'un peu toutes les variétés. Enfin, un certain nombre de variétés qu'on avait. Moi, certaines qui me plaisaient, je les ai mélangées. Ça a fini par, au bout d'un certain temps, faire une variété qu'on a appelée Laverne. Cela dit, quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'en suis encore au fait que c'est toujours le problème du savoir-faire. Que le savoir-faire, ben, on ne le trouve pas au niveau des chercheurs, parce que comme disait Laurent, aujourd'hui, le maïs, c'est de toute façon un hybride. Et donc, retrouver des savoir-faire sur les systèmes de sélection en population, c'est très dur. Alors, effectivement, on a parlé d'international, on en reparlera un peu cet après-midi, mais on est allé voir les Brésiliens. Quelques années après, je suis retourné voir, enfin au début, j'étais allé voir les Guatémaltèques, mais comme je commençais juste, je ne savais même pas ce que je cherchais, donc je ne risquais pas de trouver quelque chose, ou pas vraiment. Et je ne savais pas en tout cas que c'était les savoir-faire qui me manquaient, je pensais que c'était la semence. Et donc, quelques années plus tard, en passant en Bolivie, je me suis dit, les Indiens, il y a une très forte population indienne en Bolivie. L'Indien et le maïs sont deux populations très liées, en tout cas depuis très longtemps. Et j'espérais retrouver chez les Indiens, en tout cas boliviens, peut-être le secret de la sélection du maïs. Bon, dans un premier temps, la Bolivie, c'est pas que le maïs, c'est la patate aussi. Et dans un premier temps, en montant sur les hauts plateaux, des endroits bien reculés, je me suis dit là, ce coup-là, je suis peinard, je vais trouver le secret de la sélection du maïs. Et c'était la récolte des patates. Alors j'ai demandé à un producteur qui était là, j'ai dit, mais les patates que vous récoltez, ces patates, c'est vos propres semences, tout ça. Il dit, bah oui, c'est nous qui faisons depuis des générations. Ah oui. Et donc je dis, mais c'est quoi ça, vous l'appelez comment cette variété? Ah, cette variété, nous, on l'appelle Charlotte. Et là, je me suis dit, bon, mais en fait, j'ai tout faux. Mais en fait, non. Mais des fois, on cherche des choses, et puis on les a devant nous, on ne les voit pas, et c'est que longtemps après les avoir vues, qu'en réfléchissant, on se dit, mais voilà, je l'avais devant moi, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Et j'avais rencontré un producteur de maïs, et moi-même, quand je pars comme ça, j'emmène des semences, si ce n'est pour leur apporter nos semences qui sont peut-être pas meilleures que les leurs, c'est au moins pour la symbolique d'échanger entre paysans, de dire puisque c'est interdit, ben on le fait. Et au moins, parce que les droits, en fait, on les garde que si on les entretient, même s'ils sont interdits, on se les entretient soi-même. Et donc, ce producteur, je me suis rendu compte que dans ce village des hauts plateaux, quand j'ai sorti ma semence, tout le monde la voulait. Tout le monde en voulait. Et je me suis dit, si j'étais un mec de Monsanto, c'était pareil, quoi. Tout le monde en aurait voulu. Et en fait, en discutant avec un des producteurs, je me suis rendu compte qu'effectivement, de toute façon, lui, il avait été pollué par de la semence hybride qui venait de Santa Cruz ou de La Paz, enfin, il y en avait eu. Mais pourtant, sa semence de maïs, ces variétés de maïs, elles étaient très, très, très typiques. Et elles n'avaient rien à voir avec les hybrides qu'on connaît classiquement. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, pourquoi il a été pollué par de l'hybride, mais sa semence, elle est toujours identique. Parce que son savoir-faire, c'est toujours le même. Il sélectionne toujours selon les mêmes critères. Et donc, forcément, en appliquant ces critères ancestraux qu'il avait en lui, et qui avaient été transmis par ses aïeux, eh ben, il éliminait tout ce qui ne correspondait pas, et donc tout ce qui correspondait aux hybrides. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le problème, c'est que nous, ces critères-là, on les a perdus. Et petit à petit, je me rends compte que, voilà, je vous ai parlé de la perturbation par l'hétérosis. Je pense qu'une erreur qu'on fait dans la sélection massale, et que j'ai fait, que je pratique encore peut-être même cette erreur, c'est que on a toujours tendance à prendre les individus qui correspondent le mieux à notre idéal du maïs,
Donc souvent, c'est des pieds vigoureux, avec des gros épis, enfin quelque chose d'assez généreux, quoi. Mais souvent, ces trucs assez généreux, ils sont généreux parce que dans la population, il y a forcément toujours des individus qui sont plutôt en phase presque dégénérescente et d'autres qui sont en phase presque plutôt hybride. Et quand il y en a deux dégénérescents qui se croisent, eh ben, au bout, ça donne un individu qui est presque hybride, donc qui bénéficie de l'hétérosis, et c'est probablement celui-là le plus généreux, et c'est probablement celui-là qu'on a envie de prendre, et c'est probablement celui-là qui, l'année suivante, nous donnera une récolte exécrable. Donc, aujourd'hui, on est en train de retravailler beaucoup sur les critères de sélection. Cela dit, il y a quand même des critères de sélection qui se sont imposés dès le départ et qu'on pratique aujourd'hui beaucoup, qui sont quand même les critères de sélection purement paysans. Avoir des pieds qui tiennent une bonne résistance de tige, moins de maladies, virer ceux qui sont les plus malades. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je ne sais pas, parce qu'on vire les plus malades, peut-être aussi c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'effet hétérosis et ils sont moins malades. Donc voilà, aujourd'hui, plus on avance, mais je pense que ce n'est pas des chercheurs que je vais expliquer ça, plus on avance, plus on a de questions et moins on a de réponses. Mais en se posant des questions, effectivement, on trouve des réponses, mais ces réponses nous amènent à d'autres questions. Donc voilà, on est dans ce cercle-là, comme la plupart d'entre vous et la plupart d'entre nous. Bon, l'important, c'est que ça donne une perspective d'Odyssée assez longue. Oui, alors, je peux te Bonjour, Claude Sourieux de Poitou-Charentes. Je vais poser une question un peu en connaissance de cause, mais je voulais savoir un peu comment on conserve une dynamique. Comment dire ça, l'expérience de Poitou-Charentes, si vous voulez, c'est qu'on arrive à emmener des gens vers les savoir-faire pendant quelques années, et souvent on arrive à les perdre. Enfin, disons, ils se débrouillent tout seuls après, c'est peut-être ça qu'il faut, mais je trouve que ça demande. Comment on conserve une dimension collective dans la durée avec des personnes qui sont pendant assez longtemps ensemble, voire justement se poser des questions qu'ils posent, et puis peut-être évoluer aussi dans leur vision de la sélection. Moi, je pense que c'est là que justement le rôle de l'animateur, il prend pleinement sa place, parce qu'effectivement, avec l'animation, l'animateur, son rôle, c'est de passer les contacts. En fait, chaque ferme, c'est une unité, c'est presque un petit État dans l'État, parce que un agriculteur, il fait sa gestion économique, sa gestion technique, sa gestion pratique, et puis aussi il fait de la politique parce qu'il faut gérer les relations avec les voisins, il faut les relations avec les fournisseurs, les clients, l'administration qui est de plus en plus. Et donc, en fait, c'est un petit État dans l'État. Et moi, je pense qu'effectivement, le rôle de l'animateur, c'est il met en relation tout ça. Et il permet tous ces contacts-là. Et puis, dans le système agricole aujourd'hui, il faut quand même ces contacts. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'effectivement, les chambres d'agriculture, c'est pareil, on commençait à se demander s'il fallait continuer à financer ça. Mais en tout cas, ces dernières décennies, plusieurs décennies d'ailleurs, on ne concevait pas l'agriculture sans les chambres d'agriculture. Et les chambres d'agriculture, c'était quoi? C'était l'animation. Donc je pense qu'effectivement, si on n'a pas de système d'animation entre les fermes, après on peut revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, les fermes sont de plus en plus grandes. On va arriver au système peut-être latino-américain, les grandes extensias, avec là, ce coup-là, réellement un État dans l'État, avec chaque ferme ses propres lois. Mais de toute façon, s'il n'y a pas un système de gestion collective, je ne pense pas que ça puisse tenir. Et effectivement, je pense qu'on a posé le problème économique tout à l'heure, mais ce sera peut-être un choix politique au niveau national, ou en tout cas territorial au niveau des régions, de savoir si on veut toujours avoir une influence sur le système agricole et comment on veut qu'il évolue, ou si on le laisse partir comme on veut, mais un peu en live comme ça. Mais
On sait ce que ça a donné, hein, l'agriculture complètement privatisée. Hein. On le voit en Amérique latine, et puis on l'a connu dans des temps un peu plus moyenâgeux, mais c'est un peu ce système-là qui peut s'installer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je trouve ça vraiment très intéressant, ton regard là, sur la sélection massale des épis intrapopulation, la question de la gestion de la diversité, pour maintenir, il faut maintenir, ce que tu dis, c'est qu'il faut maintenir la diversité pour que des plantes suffisamment différentes se croisent et maintenir le niveau d'hétérosis. Et c'est vrai que du coup, il faut sélectionner les épis d'une manière particulière. Et moi, je trouve ça vraiment très, très motivant. On peut imaginer des dispositifs pour travailler là-dessus. C'est vrai qu'en tant qu'autogamiste, quand même des biais, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, et qu'on n'a pas forcément tendance à penser des choses comme ça. Est-ce que vous avez en route des idées, des dispositifs pour essayer de tester un petit peu comment il faut choisir les épis au sein de la population, l'impact, disons, du choix des épis, puisque, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas uniquement chercher à avoir une sélection directionnelle sur un certain nombre de critères, mais aussi vraiment prendre en compte, combiner ça avec la gestion de la diversité, garder des épis qui vont être contrastés pour maintenir ça. Je sais pas, vous avez des choses en prévision là-dessus ou... On est en grande réflexion là-dessus, oui, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que depuis le début qu'on travaille, on est vraiment en dents de scie comme ça, mais parce que, effectivement, je pense qu'on a eu ce truc de prendre les individus qui étaient les plus attirants parce que les plus généreux, quoi. Et donc, forcément, l'année d'après, on avait une légère dépression. Mais du fait qu'on avait cette dépression, on reprenait sur des individus qui, eux, demandaient qu'à se croiser, donc à nous donner l'année suivante des récoltes plus généreuses. Et on s'est trouvé un peu en dents de scie comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte de choses aussi. Une année, c'était sur la variété et la nouveauté, moi, tous les ans, on fait une récolte sur ma ferme en sélection massale. Et donc, comme j'ai pas mal de variétés, pour ceux qui sont déjà venus, il y a une quinzaine de variétés, donc je suis obligé de prendre des gens pour m'aider. Alors on se briefe à chaque variété, les critères qu'on prend, etc. Et cette année-là, je ne sais plus ce qui m'était arrivé, je m'étais fait opérer d'une main. Donc moi, je sélectionnais pas, et du coup, ceux qui faisaient la sélection, à un moment, il est arrivé une variété qui avait poussé sur de la grave, une année très très sèche. Et il y avait des petits épis comme ça, avec quelques grains dessus. Ils m'ont dit ça nous emmerde, on ne va pas récolter ça vaut rien. Et ils l'ont laissé. Et moi, je me disais, cette variété, en plus, c'était une de celles que j'avais ramenées du Guatemala, qui était au départ du programme. Je me disais, même si elle ne vaut pas super, affectivement, je veux la garder. Donc, j'ai récolté ce que j'ai pu avec une seule main. Et en fait, l'année d'après, quand on a ressemé, cette variété était toujours en queue de peloton sur les rendements. Et en fait, cette variété s'est retrouvée dans les variétés en tête de peloton dans les rendements l'année suivante. Donc ça nous a remis un peu pas mal de choses en question, quoi. Alors aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on va essayer de partir sur des critères de sélection, effectivement, où peut-être on va faire un lot où on prend tous ceux qui sont effectivement les plus généreux, et puis on va prendre un lot où on part sur des critères plus restrictifs, peut-être plus catégoriels, d'une variété d'une variété plus définie. Parce que j'en suis même à me poser la question, pourquoi il y a eu autant de multiplicité de variétés, ne serait-ce qu'on parlait du Grand Roubasque tout à l'heure. On se rend compte qu'au Pays Basque, en fait, des Grands Roubasques, il y en a eu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Et donc, pourquoi il y avait ces plusieurs centaines, ces plusieurs milliers? Parce que peut-être chaque famille avait des critères de sélection assez restrictifs pour pouvoir rester dans un cadre qui évite de passer sur des extrêmes trop importants, qui limitent un peu ce phénomène hétérosis. Alors, peut-être qu'il y avait justement... alors, on se pose des questions, en fait, le savoir-faire s'est perdu.
Mais on retrouve par exemple dans les variétés jaunes, pourquoi il y a toujours un peu de rouge? Parce que peut-être qu'on gardait quelques extrêmes pour maintenir cette diversité. Est-ce que dans une variété homogène au niveau couleur, on n'avait pas quelques-uns qui étaient hors type pour garder l'hétérogénéité pour l'hétérosis? Mais est-ce qu'il y avait un type? Comment était défini ce type? Est-ce que ce type permettait d'éviter justement les trop grandes dérives? Aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement, il devait y avoir un type pour éviter les trop grandes dérives. Alors après, ce type, comment le définir? Et justement, c'est peut-être là l'intérêt d'avoir plusieurs acteurs, beaucoup de paysans, parce que chacun va avoir son propre type. Aujourd'hui, les relations qu'on a avec les Brésiliens, ils ont fait des travaux là-dessus, et ils se rendent compte qu'effectivement, tous les critères de sélection qu'on trouve chez les paysans, c'est à peu près les mêmes critères de sélection qu'on trouve dans la recherche, mais en même temps, chaque ferme a ses propres types de sélection. Et peut-être que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir remultiplier les variétés, rediversifier. Bon, tout ça, c'est des programmes assez vastes, mais je pense qu'effectivement, il faut essayer d'avoir cette histoire un peu du juste milieu. Et peut-être que c'est ça les savoir-faire qu'il y avait autrefois. Moi, je me rappelle étant jeune, quand il y avait des réunions à la ferme, moi je suis du Périgord, donc dans le Périgord, on cassait les noix. Donc il y avait les réunions de dénoisage, alors il y avait toujours 30 à 40 personnes, et je me rappelle que le discours principal des vieux, c'était les origines des uns et des autres. Comme si de toute façon, et même parfois il disait à un tel, par sa propre apparence, il disait mais toi t'es un fils, t'es telle famille. Parce qu'ils avaient ce truc, le phénotype d'un tel, ils savaient d'où il venait. Parce que j'ai l'impression que justement, dans leur savoir-faire, de faire les semences tous les jours, le phénotype, c'était tellement quelque chose d'ancré chez eux que ils retrouvaient les individus les uns par rapport aux autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu un peu, nous, dans la sélection. Peut-être cette capacité à reconnaître un peu les qualités par rapport au phénotype. On se pose des questions aussi, justement, ces corrélations phénotypiques. On avait trouvé une variété il y a quelques années, une variété portugaise, qui était très très riche en protéines en maïs. Elle faisait entre 13 et 14% de protéines, ce qui est exceptionnel en maïs. Et nous, en la cultivant, on s'est rendu compte que petit à petit, elle baissait tout le temps. Alors on s'est dit, est-ce que c'est le terroir? Est-ce que c'est pas le terroir? Mais en tout cas, si c'est pas le terroir, c'est notre sélection qui fait qu'on baisse en protéines. Alors si c'est notre sélection, c'est-à-dire qu'on sélectionne mal. Mais eux, ils sélectionnent comment pour savoir qu'en prenant tel maïs, si on garde la protéine et pas tel autre. Donc c'est qu'il y a une relation phénotypique entre un phénomène qui n'est pas apparent, qui est la richesse en protéines, et le phénotype. Alors qu'est-ce qu'ils avaient comme critère? Moi je pense qu'il y a des choses comme ça qui se sont perdues avec les savoir-faire, avec la révolution verte, et qu'on va avoir du mal à retrouver, mais bon, s'il y en a qui l'ont trouvé, on peut recommencer. Juste pour compléter par rapport à la réponse, dans ce que dit Bertrand sur on va essayer de faire des sélections beaux épis, généreux, et puis un autre type de sélection. Pour répondre, ce on, ça va être encore les paysans et les animateurs, et les chercheurs, qui veulent bien, mais on n'a pas pour l'instant de projet là-dessus. Donc on en parlait hier, notamment en réunion de clôture, sur le côté perspective du projet et bilan. Nous, c'est sûr que cette question de la sélection, donc Bertrand a bien présenté là toutes les réflexions, et au sein du collectif, quand on est avec les autres paysans d'Agrobio, ils ont tous autant de questions. Il y a eu un essai sélection sans sélection chez un paysan. Les résultats sont vraiment pas flagrants, donc ça pose plein de questions. Donc on avait essayé de répondre à un appel l'an dernier justement sur ce côté, l'impact de la sélection paysanne sur la valeur intrinsèque protéines, mais aussi potentiel de rendement des maïs populations. Et donc on aimerait vraiment pouvoir mettre en place un projet plus encadré. Là on va démarrer déjà avec nos propres moyens, comme on a un peu toujours fait, parce qu'on a envie de commencer à avoir des pistes de réponse. Mais si on peut réussir à l'encadrer dans un projet de recherche, projet participatif, mais plus global, nous on est vraiment preneurs, quoi. On est preneurs. Il y a un gros potentiel, et surtout il faut peut-être pas oublier qu'on a déjà beaucoup d'informations à tirer des données que vous avez accumulées sur plein de fermes, sur plein de populations. Peut-être qu'il y a des choses à tirer là-dessus. Merci,
Oui, avec ce que vous faites, c'est remarquable, c'est demander à une association de gérer autant de choses autour d'une espèce de maïs, ça pose des questions sur est-ce qu'on a les moyens de gérer à la fois la conservation et donc de garder un grand nombre de variétés, les entretenir, et puis de faire de la sélection. Voilà. Donc, est-ce qu'à un moment, il va se poser pour vous la question de privilégier la conservation ou la sélection, et parce que vous ne pouvez pas tout faire sur vos propres moyens? Bon, non, mais je pose la question. Alors après, est-ce que effectivement, est-ce qu'il faut sélectionner ou pas? Est-ce que le maïs est une bonne plante? Alors, quand on est dans le sud, c'est vrai qu'on est habitué à voir le maïs, et donc souvent on dit le choc de civilisation, c'est le choc entre civilisations du sud et subtropicales et des C4 et les civilisations de C3. Donc quand le maïs est arrivé avec ses vesicoles qui sont des C4 annuels, et puis nous maintenant on voit dans les espaces prairiaux, sur les bordures, les C4 qui se développent. Donc, on sent bien que demain, la C4, y compris le maïs, il aura probablement, avec les changements climatiques, il va avoir encore plus de force. Et donc votre travail, son intérêt prospectif, c'est est-ce que je garde un stock parce que demain il aura de la valeur et on va pouvoir utiliser, aller taper dedans, ou est-ce qu'il faut vraiment investir d'ores et déjà et se focaliser seulement sur quelques variétés où on veut vraiment travailler les qualités de qualité de protéines, de résistance à un certain nombre de choses. Voilà, il y a probablement des choix à faire, mais c'est pas évident à faire quand on est dans un cadre associatif. Pour moi, il y a déjà, de par la contrainte des moyens humains, des moyens financiers et de l'espèce maïs allogame, il y a eu déjà un peu des priorités qui se sont faites entre conservation et sélection, puisqu'au tout début du programme, il y a eu une centaine de variétés de collectées, et en fait, il y en a vraiment une trentaine qui sont sélectionnées et diffusées et qui ont un potentiel viable par rapport aux besoins en agriculture biologique et à faible entrant. Donc il y a déjà eu un peu un choix qui, malgré nous, s'est opéré. Après, c'est vrai que la question, elle se pose des fois de se dire est-ce qu'on reste encore sur un nombre aussi grand de 30 ou 40 variétés et on veut avoir des réponses pour chacune d'entre elles sur la réponse à la sélection, l'évolution, l'adaptation. Mais je pense que pour nous, une des choses importantes, c'est de pouvoir quand même garder une diversité importante dans le choix des variétés qui sont utilisées par les paysans. De toute façon, cette diversité, de par les questions et les demandes des producteurs qui nous contactent, moi je voudrais plutôt une variété précoce ou une variété plutôt tardive, j'ai un sol plutôt acide ou j'ai un sol plutôt calcaire, je voudrais une variété alimentation humaine, alimentation animale, fait que déjà dans les variétés qu'on a et qu'on diffuse, il y a une diversité. Donc on garde quand même, je pense, ce côté conservation, mais on n'est pas dans une conservation figée de la variété, on veut qu'elle évolue et on fait le travail de sélection dessus. Mais c'est vrai que ça pose vraiment la question des moyens humains du niveau associatif pour mener de front la diffusion, l'expérimentation dans les fermes, la sélection participative, la conservation, etc. Rapidement, oui. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que effectivement, la conservation, soit, mais l'important c'est d'avoir une diversité importante. Et la diversité, ça y est, elle est en route. Parce que si on prend l'exemple de la variété Lavergne tout à l'heure, Lavergne, il vient de chez moi, mais aujourd'hui il est chez plusieurs autres agriculteurs. L'un de ceux qui l'a pris déjà il y a très longtemps, et il est en Poitou-Charentes, c'est Bouillon Joly. Et aujourd'hui, il y a une variété qui s'appelle Lavergne Jolie, qui est plus tout à fait pareil que Lavergne qui vient de chez moi. Et puis, voilà, la diversité, elle est en train de s'installer comme ça. Et puis, de toute façon, la conservation, aujourd'hui, elle est dynamique, ça y est, elle est partie. L'important, c'est d'avoir diffusé les semences et un minimum de savoir-faire pour qu'elles continuent à exister. Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros travail, il est sur le savoir-faire que sur la semence. Parce que la semence, en fait, elle se développera avec les savoir-faire. Oui, oui, c'est bon. J'ai plus travaillé sur le domaine de la sélection animale et de génétique animale et sur le travail des éleveurs. Et ce que tu évoques sur le choix des reproducteurs, effectivement,
C'est la même chose. Ça me rappelle effectivement le travail des éleveurs. On sait que telle personne va plus souvent acheter un taureau chez un tel parce qu'il a un tel type d'animal qui fonctionne bien chez lui. Donc, en fait, on va travailler sur les diversités de populations et de caractères qui existent et on est dans la même race, mais on va trouver des populations différentes chez les différents éleveurs. Je crois qu'il y a des parallélismes à faire, des choses à prendre. Je pense que justement, nous, on se rend compte en tout cas qu'au niveau des savoir-faire dans la semence, c'est chez les éleveurs qui ont continué leur propre sélection de troupeaux que les aptitudes sont souvent les meilleures. Parce qu'en fait, ce réflexe, ce que je disais tout à l'heure à propos des vieux qui disaient à tel jeune, toi tu viens de telle famille, parce que pareil, ils faisaient déjà pareil avec leurs troupeaux. Mais bon, cette pratique de sélection, même chez les éleveurs, elle s'est perdue. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne font plus leur propre sélection. Ils rachètent les individus, les jeunes. Hein. De plus en plus enfin, je connais énormément d'éleveurs autour de chez moi qui ne font pas leurs propres élèves, qui malheureusement rachètent leurs reproducteurs. Quoi. Mais à un moment, pour chercher du sang, vont aller chercher, pas ceux qui sont au fond, vont à un moment échanger. Oui. C'est aussi. C'est le même principe que pour la semence. Hein. D'ailleurs, je crois bien que je ne suis pas très adepte de la langue de Shakespeare, mais je crois qu'en anglais, c'est pour ceux qui sélectionnent les semences, c'est pareil que ceux qui sélectionnent en élevage, c'est breeder. Hein. Donc. Oui, je voulais savoir si vous aviez envisagé de faire la sélection récurrente réciproque en maïs, comme ça a eu quand même un peu de succès pour justement gérer cette histoire de population. Il faut qu'elle précise la question. Oui, on n'a pas eu de... Nous, on n'a pas récupéré cette méthode, enfin, utilisé cette méthode de sélection récurrente avec les paysans, et il n'y a pas eu de chercheur avec qui on était en lien qui nous a mis sur cette piste-là. Donc en effet, c'est pas une piste qu'on a réellement explorée à fond, et je sais qu'à une époque, on en avait parlé, mais voilà, ça peut être des pistes, notamment dans le type de projet sur les questions de sélection à explorer aussi. Ouais.